Année-là, mon combat était le suivant, c'est de dire, on a un statut de musée, et je disais, le musée n'est pas un cimetière d'objets, le musée c'est un lieu dynamique, c'est un lieu vivant, au service de la société. Le musée est le complément de l'école et de l'université, il est là, donc pour diffuser la connaissance, le savoir, et quand une personne vient au musée, il faut absolument qu'elle reparte avec une valeur ajoutée. Et je me suis battue au quotidien pour qu'il y ait donc des visites guidées que j'ai assurées moi-même. Ça a été une volonté de ma part. J'ai assuré des visites guidées avec toutes les tranches d'âge de la population. On parle des publics. Les musées ne parlent jamais du public, mais ils parlent des publics parce qu'il y a différentes tranches d'âge, etc. Et donc, je recevais toutes sortes de publics et je les sensibilisais à nos expositions. Je leur parlais justement de l'œuvre de l'artiste. J'essayais, à chaque fois que je le pouvais, de faire venir l'artiste également qui pouvait leur décrire, parler de son travail, etc. Il y avait des projections audiovisuelles. Il y avait également des cours d'histoire de l'art parce que certaines personnes, évidemment, parfois, les gens viennent mais ne comprennent pas ce qu'ils voient. Quand ce sont des œuvres abstraites, ils ne rentrent pas dedans. Donc, il fallait donner des explications. Il fallait que les gens étudient un peu l'histoire de l'art. Il y avait des cours d'histoire de l'art, des projections du vieil. Il y avait également des ateliers. On avait, par exemple, je prends un exemple, on avait une exposition de Teresa Lanceta, une espagnole, une artiste espagnole qui avait passé un séjour dans le sud du Maroc et qui avait réalisé des tapis avec des femmes dans le sud du Maroc. Et puis, au lieu tout simplement que les élèves qui venaient regarder ces tapis en disant « mais oui, mais quel intérêt, nous avons également des tapis chez nous, etc. » Eh bien, avant de repartir, ils participaient à un atelier de tapisserie et on leur apprenait ce que c'était que le tapis de Rabat c'est le point noué, le tapis de Rémisette, donc, etc., etc. Et toutes ces choses-là, donc, je les ai vécues. Elles ont été faites par la Fondation NAP pendant de nombreuses années. Il y avait toutes sortes d'ateliers et il y avait énormément de choses. Ça, c'est juste pour dire que ça a existé, ça existe encore. Maintenant, moi, personnellement, moi qui suis dedans depuis une vingtaine d'années, moi qui ai suivi, qui ai écouté tant de débats, si on devait me poser la question, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça ? Et qu'est-ce que je pourrais aujourd'hui vous dire et qu'est-ce que je pourrais partager avec vous? À quoi ça sert? Aujourd'hui, si on me dit, finalement, cette culture, finalement, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, la musique, etc., à quoi ça sert? Ben, je dirais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent la même chose dans le monde occidental, c'est qu'on a réalisé que finalement, un enfant qui très tôt, dès son plus jeune âge, donc participe à des tas d'ateliers, etc., ça devient quelqu'un de créatif. Et à l'âge adulte, ça devient une personne qui est capable de s'adapter à tous les changements. Quand la personne a fait, par exemple, des études de pharmacie, on lui dit, monsieur, à Casablanca, vous ne pouvez pas vous installer, vous allez aller à Khémisset, eh bien, il va vous dire, OK, parce qu'il est créatif et donc il a plusieurs solutions. Ça n'est pas une personne bornée, fermée, mais c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit. Donc la culture, ça sert avant tout à ça. La deuxième des choses, c'est comme avait dit quelqu'un qui a créé le marché commun, qui s'appelle Jean Monnet, un des pères fondateurs du marché commun. Il avait dit à la fin de sa vie, si j'avais su, j'aurais commencé par l'Europe des cultures, l'Europe de la culture et non pas l'Europe de l'économie. Parce qu'il a dit, vous savez, quand vous êtes par exemple à un dîner et que votre voisin, celui qui est assis à côté de vous, est égyptien. À partir du moment où vous lui parlez, il est égyptien, ou on va dire il est français, ou il est anglais, ou il est marocain, ou à partir du moment où vous connaissez donc sa nationalité, vous connaissez les chefs-d'œuvre de son pays, vous connaissez sa culture, eh bien à partir de ce moment-là, ça facilite énormément les échanges d'ordre économique. Ça facilite le contact. Il y a une confiance qui se crée automatiquement. Et donc, la culture, ça sert à ça. Et quand on a de l'estime pour l'autre, parce qu'on sait que, par exemple, dans son pays, il y a eu de grands écrivains, de grands chanteurs, de grands cinéastes, de grands ceci, ils ont créé les pyramides, ils ont. Et bien, à partir de ce moment-là, il y a déjà une confiance qui s'établit et vous pouvez tout de suite passer parce qu'il y a de la sympathie qui se crée et tout de suite, vous pouvez parler justement de commerce et approfondir les relations. C'est pour ça que Jean Monnet avait dit, moi, finalement, à la fin de ma vie, c'est ça que j'aurais fait. Et puis le troisième point, c'est pour moi aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce que c'est que la bonne peinture,
Je vais dire la bonne peinture pour moi, évidemment, elle n'est ni figurative ni abstraite, mais pour moi, la bonne peinture, c'est exactement comme, je prends toujours cette image, quand vous allez au théâtre, et qu'il y a une pièce de théâtre évidemment, vous avez deux types de comédiens. Vous avez le comédien qui a tout simplement appris son texte par cœur, qui ne rentre pas dans la peau du personnage et qui va venir vous réciter un texte. Au bout de 5 minutes, je vais parler avec ma collègue parce que finalement, il ne me parle pas, il ne fait que réciter. Et vous avez le comédien qui va rentrer complètement dans la peau du personnage et qui va vous toucher, vous allez en pleurer, vous allez avoir des émotions, il va vous interpeller. Eh bien, la peinture, c'est exactement la même chose. Vous avez les artistes qui sont tout simplement commerciaux, qui vont vous faire des choses jolies, parce que ça va dans les salons, ça va avec les tapisseries, les ceci, les cela. Et puis, c'est un créneau qu'il a trouvé et ça se vend bien. Mais ça, il n'a aucun mérite. Parce que reproduire, c'est la chose la plus simple au monde. Je suis une piètre artiste, mais j'ai pris quelques cours et au bout de 15 jours, je savais déjà reproduire des personnages, etc. Il y a des techniques. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Mais en revanche, donc le bon artiste, c'est celui qui, justement, a quelque chose dans les tripes et qui va pouvoir, quand vous allez regarder son œuvre, si vous avez une émotion, si, comme a dit, je reprends l'expression, je reprends une image d'un critique français, il a dit quand vous rentrez dans un musée et que vous avez l'impression d'avoir été giflé par une œuvre d'art, c'est une expression d'art, eh bien il a dit ça c'est un bon artiste. Ça veut dire que toute la force, toute la puissance, tout ce qu'il a dans le ventre, il a mis dans cette œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, elle vous a parlé. Maintenant, vous êtes libre de dire, eh bien, c'est pas beau, je l'aurai pas chez moi, c'est une liberté, évidemment. Mais c'est là que vous reconnaissez un bon travail parce que c'est une naissance et à chaque fois, et je pense que les artistes ici présents vous diront qu'à chaque fois, c'est un accouchement. Et ça, c'est fondamental. Et c'est un accouchement dans la douleur, il l'a dit tout à l'heure, Wardal. C'est tout ce que je voudrais partager avec vous.